create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Semaine numérique de Montréal. Nous allons poursuivre cette belle journée avec le panel Intelligence artificielle et recherche appliquée dans les autres écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, CINERA, un outil au service des acteurs socio-économiques. J'inviterai sur scène Michele Buscemi à nous présenter les intervenants de la journée. Bonjour. Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents. Alors, vous êtes ici au panel Intelligence artificielle et recherche et développement dans les hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, CINERA, un outil de développement socio-économique. Si vous êtes ici, c'est que je trouve que vous avez quand même l'esprit relativement aventurier, parce qu'il y a plein de mots mystérieux dans ce titre. Et voilà, je vais commencer par démystifier. Alors, la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est la partie francophone de la Belgique. Les hautes écoles, on peut dire que ce sont les universités de sciences appliquées. Et CINERA est en fait une organisation à but non lucratif dont la mission est d'accompagner les chercheurs et chercheuses des hautes écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles dans le montage de projets, le suivi et le transfert des résultats dans les milieux preneurs. Alors, pour cette présentation de nos services, avec ma collègue Christina Brandi, de la cellule Europe chez CINERA, nous avons invité 4 chercheurs et chercheuses des hautes écoles pour pouvoir jaser un petit peu avec elles. J'invite Régine Merlot, de la Haute École Libre-Moselle. J'invite Jérôme Foggen, de la Haute École Liège. J'invite Agnès Peters de la Haute École Bruxelles-Brabant et j'invite Julien Vachaudet de la Haute École Louvain en Hainaut. Alors, donc merci à tous les 5 d'être ici présents. Je recherche mon texte, excusez-moi. Je vais commencer par Julien. Est-ce que... Pardon. Ah oui, j'ai oublié de me présenter aussi, donc Michele Buscemi. Aujourd'hui, le panel va couvrir comment le concept d'intelligence artificielle est en fait utilisé, développé au sein de nos hautes écoles dans des projets de recherche, soit où l'intelligence artificielle est elle-même développée, ou l'intelligence artificielle est utilisée. De voir aussi comment, au sein des hautes écoles, qui sont des institutions d'enseignement, la recherche peut servir à l'enseignement. Et dans un autre volet, voir ce que CINERA peut faire pour accompagner ces chercheurs et pour accompagner les entreprises qui seraient en besoin particulier par rapport à des thématiques à développer. Donc, Julien Vachaudet, donc tu vas prendre l'occasion de te présenter un petit peu et de parler, s'il te plaît, de l'outil que votre laboratoire a développé, l'outil Muffin, d'expliquer un peu ce que c'est et en quoi il est différent par rapport à des systèmes qui existent actuellement, tels Simulink par exemple. Oui, donc bonjour Michele, bonjour à vous tous. Donc Julien Vachaudet de la Haute École Louvain en Hainaut. Et du CRF technique. Donc j'ai un statut un peu particulier en haute école. Donc je suis enseignant à temps partiel à la haute école où je donne des cours d'informatique, de traitement de signal et d'intelligence artificielle. Et j'ai un autre temps partiel du coup où je suis coordinateur d'un pôle de recherche au centre de recherche qui est associé à la haute école, donc le CRF, dans le cadre duquel on a développé donc un outil qui s'appelle Muffin. Muffin, donc c'est un outil qui permet de faire de la simulation multiphysique
et qui se pose comme une alternative open source à un autre outil qui s'appelle MATLAB et Simulink. Donc MATLAB qui est un logiciel et un langage de programmation qui est fort utilisé en ingénierie, qui a cet outil graphique qui s'appelle Simulink et pour lequel il n'y a pas d'équivalent dans l'environnement du langage de programmation Python. Et donc on a décidé il y a de cela à peu près un an ou deux de commencer à développer l'outil Muffin. L'avantage de cet outil évidemment c'est qu'il est open source, donc on l'a voulu dans sa conception dès le départ open source pour pouvoir faciliter les collaborations avec d'autres centres de recherche et des centres de recherche qui se soient en Belgique ou à l'étranger, pour essayer de faciliter aussi son intégration et son adaptation dans les hautes écoles, donc son acceptation plutôt dans les hautes écoles de Belgique. Donc on aimerait bien qu'il ait cette vocation un petit peu éducative. Et donc l'outil Muffin, en fait, c'est un outil graphique qui permet de faire de la programmation avec des blocs. L'avantage, c'est qu'on peut programmer ces blocs-là en Python, donc c'est un langage qui est très répandu, très connu dans la communauté scientifique. Et donc on profite de tout l'écosystème du langage de programmation Python pour développer des nouvelles fonctionnalités à l'outil. Donc on l'a voulu aussi dès le départ très modulaire, donc on peut l'utiliser de base avec les blocs qui sont fournis au départ, et on peut développer de nouvelles fonctionnalités directement dans le langage de programmation Python. Voilà. Tu pourrais donner quelques exemples d'utilisation ? Oui, donc un des exemples qu'on a fait récemment, c'est on a utilisé donc cet outil Muffin pour analyser des données qui venaient de nos kinés. Donc les kinés, ils n'ont pas vocation à être très forts en programmation, c'est pas ce qu'on leur demande. Et donc ce qu'ils voulaient, c'était analyser les données de la mobilité cervicale de certains patients. Et donc en collaboration avec eux, on a déjà développé, donc ils avaient développé un protocole de test qui s'appelle le test d'Hydren, qu'on a entièrement virtualisé à l'aide de la réalité virtuelle. Donc le patient met un casque de réalité virtuelle avec lequel on va pouvoir réaliser le test et récupérer toutes les données via le casque directement. Ensuite, une fois qu'on a toutes les données qui sont récupérées dans un fichier CSV, on va dire classique, une fois qu'on a toutes ces données, il faut les afficher dans un graphique et les analyser pour récupérer les différents pics, etc., pour savoir, j'aurais pu le placer là, pour récupérer le temps entre les différents pics de mobilité cervicale. C'est un boulot qui est assez fastidieux, qui prend énormément de temps quand on a beaucoup de tests à analyser. Et donc ce qu'on a développé pour eux, c'est une boîte qui s'intègre dans Muffin, qui permet d'extraire automatiquement les différentes caractéristiques de chacun des tests. Et donc, une fois que la programmation graphique est faite, le kinésithérapeute, ce qu'il doit faire, c'est juste changer la source du fichier, prendre un nouveau fichier de test, et l'analyse se fait pratiquement instantanément. Donc ça permet d'accélérer l'analyse pour le kinésithérapeute. Évidemment, il y a un gain de temps pour le kiné. Ça demande du temps en amont de programmation et de compréhension du besoin du kiné. Mais après, lui, dans son analyse, il gagne énormément de temps. Très bien, merci. Tu pourrais aussi peut-être nous donner des exemples, vous n'avez peut-être pas encore développé, mais qui pourraient être utiles au monde de l'industrie manufacturière, par exemple. On peut, en fait, l'outil, il est assez, il est assez libre dans son côté open source, mais il est aussi très flexible. Donc, jusque maintenant, même tous les projets qu'on a de recherche, à chaque fois, on se dit, on pourrait les intégrer d'une manière ou d'une autre dans Muffin. Donc, l'idée qu'on peut propager ici, c'est de se dire, s'il y a une librairie en Python qui permet de le faire et qu'on peut écrire un script Python qui fait ce que vous devez faire, c'est possible de l'intégrer dans Muffin. Donc on peut tout à fait imaginer d'avoir, c'est pas encore développé pour l'instant, mais on pourrait imaginer d'avoir des blocs qui permettent de charger des modèles d'intelligence artificielle et de faire des inférences directement à partir d'un bloc Muffin. Et donc ce genre de choses-là pourrait être utilisé dans des entreprises pour faire de la détection de défauts, par exemple, ou des choses comme ça, sans avoir forcément des besoins et des nécessités de savoir programmer pour faire ces détections-là. Donc on peut tester pas mal de choses. Merci. Donc comme tu le disais,
les chercheurs en haute école sont aussi bien souvent, enfin, dans la majorité des cas, des enseignantes et des enseignants. Et donc, en tant qu'enseignante, l'intelligence artificielle, les étudiants l'utilisent. Qu'est-ce que, Agnès Peters, les hautes écoles mettent en place à l'éducation ou à l'éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle, et quel est ton rôle en tant que technico-pédagogue au sein de ta haute école? Bonjour. Alors, en tant que technopédagogue, alors je ne suis pas toute seule, on est une petite équipe, mais notre rôle, c'est surtout d'accompagner les collègues et les étudiants et étudiantes aussi dans tous ces outils, et de faire un peu le lien entre tous ces outils techniques et technologiques et puis les besoins plus pédagogiques. Et donc, ben oui, quand l'intelligence artificielle générative a débarqué, ça a un peu surpris tout le monde, les étudiants et les enseignants aussi. Et donc, c'est vrai que les étudiants ont très vite vu un outil qui allait leur permettre d'aller plus vite ou de faire une partie ou le boulot même à leur place. Et les enseignants s'en sont aussi rendus compte, évidemment. Alors, certains enseignants qui sont plutôt technophiles ont vu toutes les belles possibilités qu'allaient offrir ces outils. D'autres étaient beaucoup plus frileux, avec justement la crainte que ce serait ChatGPT ou autre qui ferait le travail à la place des étudiants. Et dans ce cas-là, en tant qu'enseignant, on se demande, mais du coup, quand j'évalue le travail de mes étudiants, ce ne sont plus les étudiants que j'évalue, mais c'est plutôt l'intelligence artificielle. Et donc, ça nécessite, dans ce cas-là, si on veut éviter d'arriver à cette situation-là, ça nécessite de repenser, réfléchir la manière dont on évalue. Et donc, le premier réflexe a été de se tourner alors plutôt vers des évaluations orales, ou en tout cas de mettre plus de poids sur la partie orale, quand il y avait une partie écrite accompagnée d'une partie orale, parce que ce qu'on fait en direct, comme ce qu'on fait là, c'est pas l'intelligence artificielle qui nous le souffle. Donc voilà, là on peut vraiment voir ce que l'étudiant a compris ou ce qu'il est capable de faire. Et puis une autre réflexion qui est assez vite arrivée auprès des enseignants et enseignantes, c'est que si l'IA peut faire le travail qu'on demande à nos étudiants, est-ce qu'on doit encore vraiment leur apprendre à faire ce travail? Parce que plus tard, dans leur vie professionnelle, les outils d'IA seront là aussi. Et donc, c'est sûr que quelqu'un qui va utiliser l'IA pour faire le travail ira plus vite que si la personne doit le faire elle-même. Et donc, l'autre remise en question, ça a été un peu celle-là, ça a été de se dire, mais finalement, est-ce qu'on doit encore apprendre les mêmes choses à nos étudiants? Alors, dans certains cas, oui, bien sûr, il y a un certain nombre de compétences qui restent là et qui sont indispensables, et puis qui seront indispensables après pour évaluer ce que l'IA aura fourni. Mais il y a aussi un autre volet de notre formation qui vient s'ajouter, et qui est de se dire qu'on doit aussi apprendre à nos étudiants à utiliser l'IA convenablement. D'autant plus qu'effectivement, ces outils seront là dans leur vie professionnelle, et donc il est important qu'ils puissent convenablement utiliser ces outils d'intelligence artificielle pour que ce soit vraiment une aide et que ça ne vienne pas réduire leurs compétences ou la qualité du travail qu'ils vont fournir. Ça, c'est un petit peu les premières réactions qui ont eu lieu quand l'intelligence artificielle a débarqué. Et donc nous, en tant que technopédagogues, on a vu un petit peu tout ça se mettre en place auprès des collègues. Et donc on a essayé d'accompagner et d'encadrer tout ça, parce que oui, on est dans une haute école avec des domaines très très variés. On a des étudiants en cybersécurité et puis d'autres étudiants qui sont plus dans les métiers d'accompagnement de la petite enfance. On n'est pas du tout dans le même contexte. Et donc les enseignants ne sont pas du tout dans le même contexte non plus. Et donc il y avait cette idée de pouvoir accompagner et aider tout le monde. Donc on a mis en place au départ pour les enseignants des séances un petit peu d'exposé, de démystification de ce que c'est que l'intelligence artificielle. On a accompagné ça par des ateliers aussi, puis des tables rondes qui permettaient de discuter et d'échanger entre nous sur cette intelligence artificielle. Et la réception au niveau des enseignants? Alors, le point de vue a fortement changé. Maintenant, on se rend compte que l'intelligence artificielle peut vraiment être un outil qui va aider l'étudiant. Pas nécessairement faire à sa place, mais l'aider et lui permettre de faire mieux. Lui donner éventuellement des informations supplémentaires. On peut brainstormer avec l'intelligence artificielle, ce qui permet d'envisager des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues au départ.
On peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour corriger l'orthographe ou la syntaxe, et donc produire un rapport qui est de meilleure qualité, même si le contenu reste du contenu de l'étudiant, mais l'intelligence artificielle peut améliorer la forme du rapport, par exemple. Alors, on a aussi, évidemment, vu qu'on voit qu'il y a des avantages positifs et puis des avantages négatifs, il faut arriver à faire la part des choses. Et donc, on a aussi développé une charte d'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de la haute école et qui fait partie du règlement des études et qui clarifie un petit peu ce que l'enseignant et l'étudiant peuvent faire ou non avec l'intelligence artificielle. Merci Agnès. Jérôme Foggen, dis-moi un petit peu comment tes développements à toi au sein de la haute école de la ville de Liège, je ne me trompe pas, s'impliquent dans la recherche appliquée au niveau de l'IA et comment cette recherche peut servir les enseignants non chercheurs. Ok, donc bonjour à tous. D'abord, Jérôme Foggen, donc enseignant-chercheur à la Haute École Ville de Liège et la Haute École Charlemagne. Je ne mets pas bien le micro. Je vais vous parler aujourd'hui d'EduFog. C'est une base de données que j'ai mis en place et ce projet est né d'abord en identifiant un besoin tant chez les enseignants que chez les étudiants, donc, et chez moi aussi, donc, parce qu'on m'a d'abord donné un cours d'initiation à l'intelligence artificielle et je me suis rendu compte qu'il y avait un travail de mise à jour de ma part, donc j'utilisais beaucoup de ChatGPT, je savais bien qu'il y avait beaucoup d'autres outils et je voulais un peu les découvrir. En plus de ça, j'avais une demande de la part des étudiants, j'ai remarqué qu'ils ne cartographiaient pas bien quels outils ils pouvaient utiliser et comment. Et chez les enseignants, même chose. On voit d'ailleurs, il y a des études récentes de 2025 qui ont été faites par le Centre d'études en enseignement supérieur de France, par exemple, qui montrent que les enseignants utilisent moins l'intelligence artificielle que les étudiants. Et ça, évidemment, c'est un problème pour pouvoir cadrer, essayer d'amener l'intelligence artificielle, de l'utiliser de manière cohérente avec les étudiants. Alors, le problème que j'avais identifié, c'est que il y avait plein d'applications sur le marché, mais qu'elles n'étaient pas connues ou utilisées de manière un peu parfois délicate par les étudiants comme par les enseignants. Et donc j'ai voulu faire ce travail de cartographie. Ce travail, il est aussi en lien avec l'idée d'essayer de lutter un peu contre la fracture numérique. Donc la fracture numérique, c'est justement l'idée qu'il y a des inégalités entre enfants, entre étudiants, entre adultes aussi, par rapport justement à ces révolutions technologiques et le fait que ils ont de plus en plus de difficultés. Ces difficultés s'accroissent en fonction notamment du niveau social et de l'accès qu'ils ont à la technologie. Alors en Belgique, l'accès à la technologie n'est pas vraiment le problème, puisque la plupart des citoyens ont accès à un smartphone, une connexion, etc. Pas tous, mais presque tous. Par contre, il y a un déficit en termes de formation et même d'utiliser ces technologies de manière significative. Donc on remarque que beaucoup de monde utilise son smartphone, mais on a beaucoup d'étudiants par exemple qui vont sur TikTok pour regarder je sais pas moi, comment on mélange des Mentos et du Coca pour voir l'effet que ça fait. Pas besoin d'aller voir, ça fait de la mousse, donc vous le savez bien. Et donc on a beaucoup ce genre de choses qui se retrouvent et la transférabilité des compétences vers des compétences professionnelles, elle est plus complexe. Et c'est là aussi qu'intervient ce travail de curation de contenu, c'est d'essayer d'amener des outils qui vont permettre aux enseignants comme aux étudiants d'avoir plus de points de repère et d'essayer d'amener un peu plus d'équité et d'égalité au niveau de l'utilisation de l'IA en enseignement, parce que la grande crainte, c'est qu'elle accentue cette fracture numérique et que ce soit une nouvelle source de discrimination. Je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui. Merci. Si tu devais prolonger ce projet, tu utiliserais quelle piste ? Peut-être d'abord juste expliquer, parce que je n'ai pas beaucoup expliqué ce qu'était ce projet. Donc c'est une base de données, en gros, triée par catégorie. Donc c'est un outil de curation de contenu simple, où j'essaie de référencer des outils intéressants pour l'enseignement. Alors, ces outils, au départ, ils ne sont pas faits pour l'enseignement. Il faut comprendre que quand on utilise des outils en enseignement numérique, ça peut être n'importe quels outils. On prend l'exemple du film. J'utilise un film en enseignement, il n'a pas été fait pour ma classe au départ. Ça, ce n'est pas une surprise. Maintenant, il y a justement, je pense, une triple logique à adopter quand on utilise un outil numérique. La première chose, c'est de se l'approprier. Donc, c'est une logique d'appropriation. Après, il y a une logique plutôt de détournement. Donc l'outil qu'on va prendre, par exemple le film, on va le détourner à des fins pédagogiques.
Et puis, une logique d'intégration dans les pratiques numériques, parce que si on ne fait juste que se l'approprier et le détourner, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai toujours l'exemple d'un collègue pas très assidu qui était en fin de carrière et qui il faisait juste que regarder des films avec ses étudiants. Et quand il avait fini un film, il regardait un autre film et puis encore un autre film. Donc il faisait de l'intégration numérique, mais en termes pédagogiques, évidemment, ça pose un peu problème. Donc il faut réfléchir aussi à cette intégration. Et pour le prolongement, du coup, l'idée de prolonger ce projet, c'est de le prolonger dans... J'ai commencé un tout petit peu à recréer une nouvelle base de données, avec aussi des outils triés par catégorie. Donc en fait, j'utilise l'application Notion, je ne sais pas si vous le connaissez, qui permet sans coder de créer une base de données croisée où on va pouvoir retrouver le même outil dans plusieurs catégories en fonction de la recherche qu'on fait. Donc par exemple, ChatGPT, on peut l'utiliser comme intelligence générative, mais pour créer des images et aussi pour d'autres utilisations. Et donc ça permet de le retrouver dans plusieurs catégories. Et donc quand on fait une recherche pour un étudiant, en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire, de la manière dont on veut le détourner, de pouvoir l'utiliser de manière cohérente. Et le prochain projet qui continue un peu celui-ci, c'est l'idée de créer le même type de base de données, mais pour l'inclusion. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie opportunité pour tous les enfants porteurs de handicap, à besoins spécifiques, etc., d'utiliser l'intelligence artificielle pour les accompagner dans leur enseignement, alors dans leur pratique, dans leur apprentissage, etc. Et donc, je peux prendre un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Google AI Studio. C'est une application gratuite que Google met en ligne. Je n'ai pas d'action chez Google et je ne vous conseille pas forcément d'utiliser tous les outils Google. Mais celui-là, dans ce contexte bien précis, peut être intéressant. C'est un genre de... Vous allez partager votre écran et ça va être une forme de coach, quoi, si vous voulez. Donc vous allez pouvoir lui poser des questions, il va vous répondre. Donc vous n'arrivez pas à faire quelque chose sur Word, il peut vous répondre. Ou vous voulez lire un texte tout doucement parce que vous êtes dyslexique et vous voulez que la lecture du texte se fasse, il va lire le texte pour vous. Il peut le traduire, donc il y a plein de possibilités. Et donc ça peut être une super utilisation dans plein de contextes, notamment dans les contextes des besoins spécifiques. Alors peut-être ajouter une chose par rapport à ça, c'est que je ne suis pas technophile et je ne crois pas absolument que c'est une opportunité magique. Et on se rend bien compte aussi qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je vais aller très vite parce qu'il me reste même pas une minute. Et la menace principale que je vois, je voulais pour ça faire allusion à Bernard Stiegler, qui est un philosophe et qui parle de prolétarisation des savoirs. Donc ce qu'il dit en fait, c'est que cette arrivée du numérique, etc., on en parle souvent comme... le numérique va nous remplacer, la technologie, l'IA, etc. Alors c'est vrai qu'il y a ce risque de remplacement au niveau professionnel et qu'un jour l'IA prenne la place et qu'on n'ait plus d'emploi. Mais il y a aussi cette idée de risque interne où on délègue nos fonctions cognitives à l'intelligence artificielle. Donc bientôt, on perdra peut-être la faculté de mémoriser, imaginer, raisonner, parce qu'on délègue ces facultés à l'intelligence artificielle. Et donc, il y a cette idée qu'avec la prolétarisation des savoirs, justement, que c'est une nouvelle forme de lutte des classes. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de Karl Marx avec l'ouvrier qui perd ses moyens de production au profit du patronat. Ici, on se retrouve dans une nouvelle lutte des classes où ceux qui détiennent les moyens de production, ce sont les détenteurs d'algorithmes, ceux qui détiennent nos données aussi, donc les GAFAM et puis les nouvelles entreprises, OpenAI, etc. Et les nouvelles personnes qui sont... oppressés par cette lutte, ce sont plus les travailleurs pour le coup, mais toutes les personnes qui sont addictes à ces technologies. Et donc, on l'est peut-être un peu nous aussi. J'espère que je n'ai pas été trop long, Michael. Très bien. J'allais te poser une question, quel est l'impact pour la société? Mais en fait, tu viens de le faire, tu as J'y répondu. Merci. Maintenant, si on aborde les aspects de la recherche en haute école dédiée à l'amélioration des pratiques dans des milieux professionnels, Régine Merlot, dis-moi, toi qui, en tant qu'enseignante-chercheuse en soins infirmiers à la Haute École Libre-Mozane, comment l'intelligence artificielle pourrait changer la donne dans l'application de l'evidence-based practice auprès des soignants et des soignantes, et surtout ce que c'est l'evidence-based practice. Okay. Alors désolé, j'ai pas beaucoup de voix, mais ça va, je pense que ça va, en fait, on m'entend. Donc l'evidence-based practice, qu'est-ce que c'est? C'est pour tous les soignants, donc pas uniquement pour les médecins. Avant, on parlait d'evidence-based médecine, maintenant on parle de pratique, parce que ça concerne vraiment tous les soignants. Et donc chaque soignant doit, à certains moments de sa pratique, aller rechercher des preuves scientifiques pour améliorer sa pratique. Par exemple, un patient nous pose des questions sur un traitement sur l'hypertension. C'est d'aller rechercher les dernières recommandations, les dernières publications par rapport à ça, pour pouvoir donner les informations correctes aux patients.
Et donc, par contre, ça c'est l'idéal, il y a un gap. Les soignants ne se mettent pas assez dans cette démarche d'evidence best practice parce que ça reste compliqué. Déjà, les publications scientifiques sont en anglais et les soignants, forcément, ici, je parle des soignants en Belgique francophones, donc ça reste vraiment une barrière très très forte pour commencer à lire ces publications-là. Ensuite, c'est assez complexe, c'est des publications scientifiques, tout le monde n'est pas formé à pouvoir analyser la méthode qui est mise en place et donc savoir si on est face à une publication qui est fiable, parce qu'il faut bien sûr un niveau de preuve suffisamment fiable pour pouvoir après s'appuyer dessus. Et donc, on voit que les soignants ne se mettent pas en recherche par rapport à leur pratique pour ça, alors qu'on sait très bien, la littérature montre que plus on va se mettre dans cette démarche-là en tant que soignant, et plus la qualité des soins va être améliorée et la sécurité des soins aussi. Donc, on s'est dit, une opportunité peut-être ici, c'est l'IA. Peut-être se servir de l'IA. Je dis peut-être parce qu'en fait, on est vraiment au tout début du projet. On n'a pas encore de prototype. On a l'idée. J'ai mon collègue qui, lui, est informaticien spécialisé en IA, qui s'occupe d'essayer de mettre mes idées en place, parce que lui, il ne s'y connaît pas du tout, par contre, dans le domaine de la santé. Et voilà, on fait par itération, comme ça, on avance tout doucement. Et ce qu'on aimerait, en fait, c'est développer un outil accessible. Il existe déjà des outils. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, Consensus ou Elicit. C'est des outils qui vont justement rechercher des publications scientifiques, qui vont faire une synthèse, et c'est assez efficace pour ça. Mais par contre, le souci, c'est que quand on doit prendre des décisions cliniques, ces outils-là, ils vont nous donner des publications qui ne vont pas spécialement suivre le niveau de preuve. C'est-à-dire, d'abord, il faut aller chercher le plus haut niveau de preuve. Si on ne trouve rien, par exemple, en guidelines, en recommandations de bonne pratique, alors après, on va peut-être chercher une méta-analyse et on doit descendre comme ça dans la pyramide du niveau de preuve. Et ces outils-là, ils ne le font pas. Et quand on n'a pas une connaissance de la méthodologie en recherche scientifique, le soignant, il voit un texte qui dit c'est comme ça qu'il faut faire, ce texte-là dit que c'est comme ça qu'il faut faire avec le patient, et il va se fier à ça et prendre une décision clinique qui n'est pas basée sur le plus haut niveau de preuve. Donc nous, ce qu'on veut, c'est justement apporter cette alternative, suivre cette pyramide de preuves pour que vraiment, après, la décision clinique sera la plus éclairée possible pour pouvoir prendre la décision. Oui, forcément, la décision. D'accord. Et ces délivrables, tu as déjà une idée de la forme qu'ils pourraient prendre ? Ce serait une application ou un logiciel. On ne sait pas encore trop. Pour le moment, on a une démo qui se fait. C'est pas encore très ergonomique. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut développer ça. Vous en êtes au début, donc vous avez encore pas mal de pain sur la planche. Oui. Donc en fait, voilà, ici on voit très bien l'impact qu'il peut y avoir pour la société en tant que telle. Tu me disais que dans le monde soins infirmiers, en Belgique francophone en tout cas, il n'y a pas assez de main-d'œuvre, quelque part. Mais comment cet outil pourra aussi aider à améliorer l'employabilité des étudiants, des étudiantes Alors, même si on sait que voilà, il n'y a pas de grosses difficultés au niveau du recrutement, clairement, mais la valeur, je veux dire la valeur de l'étudiant. Voilà. Oui, il y aura une valeur dans le sens où il y aura une expertise supplémentaire par rapport à j'ai des compétences pour pouvoir aller chercher de manière autonome les preuves sans que quelqu'un prémâche le travail. Et puis formés de telle façon, ils sont censés le faire. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on aimerait bien aussi, c'est que l'outil il serve aux soignants qui sont déjà dans le milieu du travail, mais aussi, par exemple, moi en tant qu'enseignante, je donne plusieurs formations continues sur l'evidence best practice, et je pense vraiment que cet outil va pouvoir m'aider pour démystifier en fait cette démarche auprès des professionnels qui viennent se former, pour qu'ils osent enfin aller chercher ces publications, parce que voilà, on aimerait vraiment que ce soit un peu vulgarisé par rapport à leur niveau aussi, leur littératie qu'ils ont par rapport à la recherche scientifique. Ok. Voilà.
Merci Régine. Julien, je reviens vers toi avec une dernière question. Donc toi, tu travailles régulièrement avec des entreprises, des appels à projets avec des entreprises. Quelles sont les difficultés communément rencontrées quand on veut travailler avec des entreprises? Et est-ce que vous avez des soutiens externes vers lesquels vous pouvez vous tourner? Alors, au centre de recherche, la plus grosse difficulté qu'on a avec les entreprises, c'est déjà de les trouver. Donc bien souvent, les projets de recherche, nous, on a souvent des idées. En tant que chercheur, je pense que si on se met autour d'une table un bon quart d'heure, on peut trouver 3-4 idées de projets. Mais après, il faut que ça puisse intéresser une entreprise. Donc bien souvent, la manière dont ça fonctionne, c'est les entreprises qui viennent vers nous. Et la manière la plus simple pour qu'elles viennent vers nous, c'est qu'en général, elles passent par le réseau CINERA. Et à ce moment-là, CINERA profite de son réseau de hautes écoles pour contacter les différentes hautes écoles et les centres de recherche associés pour savoir qui peut répondre à la demande. Donc ça, c'est quelque chose qui nous simplifie vraiment la vie parce qu'on ne doit pas systématiquement faire du démarchage auprès des entreprises pour essayer de trouver des idées de projets. Donc ça simplifie grandement notre vie. Mais voilà, avoir ce premier contact avec les entreprises, c'est toujours ce qu'il y a de plus compliqué, quoi. Merci. La question n'était pas gratuite et merci pour la réponse, CINERA. Et donc, du coup, quels sont les services génériques que CINERA peut apporter aux chercheurs et au monde des entreprises, que ce soit au niveau de recherche partenariale ou rédaction de conventions, etc. Tout à fait. Etc., pardon. CINERA, comme expliqué, c'est le réseau des hautes écoles et des centres de recherche associés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, nous offrons différents services à nos membres donc, pour les accompagner dans la construction des projets. Donc, ceci commence par la veille, donc l'identification de l'appel à projet qui est plus pertinent pour l'idée des projets, en passant par l'accompagnement concret donc, dans la construction du projet, donc, en passant par les aspects juridiques et aussi de valorisation. Pour ce qui concerne la recherche des partenaires, elle reste cruciale. Donc, si voilà, celle-là, elle est demandée, il y a plusieurs pistes en fait. Ça dépend déjà s'il s'agit d'un projet spécifiquement belge. Donc là, il y a deux actions principales qu'on peut identifier. Il y a une prospection donc, de longue haleine qui est menée par CINERA pour identifier justement des entreprises, mais c'est principalement des PME, donc vu notre tissu socio-économique, alors qui pourraient avoir besoin des expertises des chercheurs dans notre réseau. Et on organise aussi des journées, des rencontres, donc de matchmaking entre chercheurs et les entreprises, donc soit thématiques, donc soit plus générales. Et on travaille aussi, bien évidemment, avec des réseaux, donc des réseaux en Belgique, donc en Wallonie, en Bruxelles. Donc souvent, des entreprises sont aussi réunies autour de clusters, des pôles et des compétences. Et à l'étranger, par exemple, aussi, on utilise d'autres réseaux. Donc Enterprise Euronetwork, par exemple, donc c'est un réseau qui met en relation les différentes entreprises européennes avec d'autres entreprises et aussi des chercheurs. Mais aussi voilà, d'autres réseaux, donc, comme par exemple l'Alliance francophone de la recherche et de l'innovation, à laquelle CINERA participe avec les Synchrones, les réseaux CCTT, et aussi donc, un partenaire français donc, qui représente les équivalents des autres écoles, on va dire, au niveau français. Et donc ici, si dans le public, nous avons des entreprises québécoises qui seraient intéressées à avoir un partenariat outre-Atlantique, quels sont les moyens qui sont mis à leur disposition pour les aider? Mais ils peuvent déjà nous contacter, donc s'ils nous connaissent. Mais sinon, dans les différents pays, mais on a parlé plus avant, dans la matinée, aussi des points de contact nationaux, des programmes européens, notamment Horizon Europe. Donc, il y a plusieurs points de contact nationaux aussi au Canada. Et après, il y a des bases de données qui sont établies par la Commission européenne pour chaque appel et qui permettent en fait de rencontrer d'autres entreprises et organismes qui sont intéressés aux projets européens et internationaux. Ok, merci Christina. Donc j'espère qu'à ce stade vous avez compris que la recherche en haute école elle est riche et diversifiée, qu'elle a des impacts dans les tissus socio-économiques, que ce soit au niveau des entreprises manufacturières ou dans les secteurs sociaux, dans l'éducation, etc., qui a
un groupe qui est là pour accompagner le montage de ces projets, les transferts des résultats. J'ai une toute dernière question à chacun de vous. Si vous deviez résumer chacun de vous en 2 mots la recherche en haute école, Fédération Wallonie-Bruxelles, que diriez-vous? Agnès. Alors, tout d'abord, je dirais passionnant, parce que je pense que tous les chercheurs que j'ai rencontrés et que je continue à rencontrer pour l'instant sont tous vraiment passionnés par ce qu'ils font. Ensuite, j'aurais aussi dit diversifié. Et comme tu viens de le dire, je dirais peut-être qualité. Parce qu'on voit vraiment que les résultats qu'on arrive à produire sont vraiment des résultats de qualité et qui ont un impact tant pour la société que pour le monde industriel. Merci. Jérôme? C'est 2 mots, hein. C'est dur, parce qu'on pourrait en parler des heures, etc., non, comme on dit ici au Québec. Il nous reste 1 minute. Ah, qu'une minute, ça va être difficile. Donc je dirais opportunité, parce que je trouve que c'est vraiment une opportunité, et ce voyage le montre bien aussi. Et je dirais financement, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, et on se rend compte que c'est ça la grande difficulté, vraiment, quand on travaille sur la recherche. J'ai déjà fait trop de... Régine? Moi, je dirais amusement, parce que vraiment, c'est fun de faire de la recherche. Et je dirais aussi des rencontres super riches, on apprend tout le temps. Bon, c'est pas 2 mots, mais voilà. D'accord, c'est très bien, merci. Christina? Moi, je dirais à l'écoute de la société. Et bon, comme je représente la cellule Europe, je dirais ouverte à l'international, donc à l'Europe. Merci. Julien? Alors moi j'aurais dit aussi passionnant comme Agnès, parce qu'effectivement l'avantage de faire de la recherche, c'est que notre boulot il change à peu près tous les ans ou tous les 2 ans. Donc quand on travaille sur un nouveau projet, on fait quelque chose de totalement nouveau. Et alors j'aurais dit aussi un peu incertain, parce que du coup, comme tu parlais des financements, pour pouvoir continuer à faire de la recherche, il faut tout le temps aller chercher ces financements. Et donc, il y a tout le temps un peu cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, en disant, voilà, s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de travail. Donc, étant donné que moi, j'ai un temps partiel en tant que chercheur, s'il n'y a pas de projet, j'ai pas de boulot. Donc... Alors moi, pour terminer, pour une note peut-être un petit peu plus positive, je dirais que la recherche en haute école, elle est inspirée par le terrain et elle est développée pour le terrain. Voilà, donc je vous remercie toutes et tous pour votre intervention. On a du temps pour une session de questions-réponses. Y a-t-il des points à clarifier, des propositions que vous voulez faire on est à votre écoute. Bonjour, j'aimerais savoir s'il y a déjà entamé des projets de recherche conjoints en intelligence artificielle. On ne vous entend pas. Oui. J'aimerais savoir s'il y a déjà entamé des projets de recherche en intelligence artificielle entre la Belgique et le Québec. Alors, des projets de recherche avec le Québec, pas encore. Mais moi, je suis ici, donc déjà pour cette semaine ici au MTL Connect. Et la semaine prochaine, je pars à Chicoutimi pour une collaboration avec un enseignant donc, de l'UQAC, justement pour faire... Là, c'est plutôt un échange. On travaille sur un projet qui s'appelle IATON, où on va en fait faire travailler des étudiants de la haute école en Belgique et des étudiants de l'UQAC sur des projets pour trouver des solutions pour des entreprises en IA et sous forme d'un hackathon, donc sous forme de sprint de développement, quoi. Donc je suis là aussi pour développer cette collaboration-là avec le Québec. Si je peux compléter la réponse. Donc en fait, on est une délégation d'une 20aine de personnes de la Fédération Wallonie-Bruxelles cette semaine. On a participé également à l'atelier des experts à Québec dans le cadre du lancement de l'Alliance francophone internationale de la recherche appliquée et l'innovation. Et en fait, ce qui est important cette année, comme on l'a expliqué ce matin à différentes conférences, c'est que depuis l'année dernière, le Canada n'est plus seulement éligible comme partenaire, mais il est aussi également financé par le projet Horizon Europe. Et donc du coup, voilà, cette mission est ici pour justement semer des graines et pouvoir récolter plus tard des collaborations qui se traduiraient par des appels à projets en commun. Si on a des idées de collaboration, on en parle à qui dans votre groupe?
Excusez-moi, je n'entends Si pas. on a des idées de collaboration, on en parle avec qui dans votre groupe? Christina, moi-même, les chercheurs qui sont là, si vous avez identifié des compétences, et en fait dans NTL Québec, et le WBI également, Wallonie-Bruxelles International, qui a des bureaux à Montréal et à Québec, avec Aude Segers qui est présente ici, et chez qui vous pouvez aussi introduire vos demandes. Merci au panel, donc c'était très intéressant. J'avais une question à poser par rapport à l'impact environnemental aussi de l'intelligence artificielle et voir dans quelle mesure les hautes écoles avaient aussi une tâche à accomplir dans ce domaine en disant voilà, ça existe, on ne peut pas passer à côté bien sûr, mais attirer aussi l'attention sur le fait que voilà, l'intelligence artificielle a un impact sur le plan de l'environnement et voir si ça faisait partie de nos missions. Ou est-ce que c'est quelque chose qui nous dépasse quelque part et qu'on ne sait plus contrôler? Je sais bien que Agnès parlait justement de la formation à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça doit aussi comporter cette composante par rapport à l'environnement? Merci. Alors oui, clairement, il est indispensable de former nos étudiants à un usage correct et raisonné de l'intelligence artificielle comme des autres technologies. Et donc, toutes les dimensions de développement durable font partie de nos formations et font aussi partie de cette sensibilisation, information des étudiants à l'intelligence artificielle. Si ça permet de faire plein de choses, mais il faut pas nécessairement l'utiliser en permanence. Si je veux juste savoir quelle est la météo qui fera demain, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Je ne suis pas obligée de passer par l'intelligence artificielle. De même, il y a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui peuvent être développés en interne et qui permettent de travailler sur des jeux de données plus restreints. Et donc, là aussi, l'impact au niveau des data centers est plus faible. Et parfois, la fiabilité de la réponse est accrue également. Si je peux ajouter, mais c'est plutôt concernant les volets de la recherche, CNRA a récemment aussi organisé une formation pour ses membres sur IA et recherche. On a vraiment exploré aussi les potentiels de l'IA, mais aussi les aspects éthiques liés donc, à l'impact environnemental de l'utilisation. Alors juste une petite astuce qui peut peut-être rendre service à pas mal de personnes à ce niveau-là, c'est que pour l'instant, quand on fait une recherche Google, très souvent le premier résultat qu'on reçoit est généré par intelligence artificielle. Ouais. Si on n'en veut pas, il suffit de terminer sa requête par -IA. Et à ce moment-là, on a uniquement les résultats qui proviennent du Google classique, on va dire, sans l'ajout intelligence artificielle. Merci pour ce petit tip. Voilà, donc on vous remercie pour votre écoute, vos questions, et on espère pas mal d'interactions futures avec vous dans son ensemble. Et je remercie donc Christina, Agnès, Julien, Jérôme et Régine. Merci. Merci beaucoup.